m'appelle Mario Morin. Je suis réalisateur, acteur et coach formateur. J'ai fondé en 2008-2006 une entreprise qui s'appelle Ludique Théâtre, qui s'est transformée en Ludique Formation et qui est maintenant Ludique Théâtre, Ludique Formation et Ludique Film, qui a 3 chapeaux. Et tout récemment, je suis devenu réalisateur, donc j'ai décidé de me produire moi-même, m'auto-produire. Le film que je viens de faire s'intitule Cheveux sacrés, Sacred Hair, et il a fait une trentaine de festivals, a gagné une 15-20 prix, dont quelques-uns prestigieux. Il s'est presque rendu aux Oscars. Donc voilà, c'est une présentation. Très bien. Donc, dans le cadre de ce travail qu'on fait, de la documentation qu'on fait, on s'intéresse à la découvrabilité. Puis, tout à l'heure, je vous entendais parler de la diversité des expressions culturelles, comment c'était un thème qui était inscrit dans votre œuvre. Comment vous voyez cette découvrabilité des œuvres, des expressions culturelles à l'ère du numérique? Les problématiques, mais aussi les opportunités, peut-être? Est-ce que... Donc, la question, c'est comment, avec son œuvre, on capte l'attention sur le web. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Bien, votre œuvre, présentement, qui est le film, le court-métrage que vous avez produit, est présent, très présent sur l'Internet. C'est une manière, justement, de faire rayonner votre œuvre que de le... Mais présentement, il n'est pas disponible directement en ligne. Présentement, le film n'est pas directement disponible à regarder dans son intégralité. Il y a, la bande-annonce, puis il y a tout ce qui parle, tout ce qui a été parlé dans les médias du film, dans les festivals, les prix, etc. Présentement, je suis en négociation avec 3 boîtes de distribution pour qu'ils soient distribués sur les lignes aériennes, différentes plateformes, Amazon, peut-être Netflix, etc. Il est présentement distribué de façon isolée avec un autre distributeur au Japon. Le film a gagné un prix prestigieux à Short Shorts Festival à Tokyo et ils ont décidé de me faire une proposition de distribution pendant 1 an. Et j'ai accepté. Puis je suis en train de finaliser ça, ce contrat-là. Présentement, il n'est pas encore distribué sur le web, mais le web est utile pour attiser la curiosité et pour voir qu'éventuellement il soit demandé sur les autres plateformes. Fait que donc, oui, le web est utile présentement seulement pour la publicité ou la promotion du film, mais il n'est pas disponible en ligne. Je n'ai pas voulu le mettre disponible tout de suite pour l'instant. Oui, donc vous êtes producteur, mais vous pourriez aussi dire que vous allez diffuser. Il existe toutes sortes de plateformes sur lesquelles vous auriez pu le diffuser libre de droits, etc. Donc, Oui. est-ce que ça n'aurait pas été une meilleure manière d'assurer la découvrabilité de votre œuvre? Est-ce que vous trouvez ça compliqué, justement, d'avoir à négocier avec Netflix, un distributeur au Japon? Est-ce que ça, cet univers, justement, où l'Internet permettrait une diffusion, je dirais même planétaire, à la seconde près, est-ce que ça ne vient pas compliquer la découvrabilité de votre œuvre? Bien, moi, je n'ai pas été aidé par le gouvernement pour produire mon film. J'ai produit moi-même mon film et je suis presque rentré dans mon argent. C'est un tour de force dans le monde entier, à part chez les jeunes, dans les pays où on fait des blockbusters. Il y a 2 pays dans le monde où on peut rêver que son film rentre dans son argent. C'est en Inde et aux États-Unis, où l'audience est tellement immense et les réseaux de distribution sont tellement efficaces qu'on peut oser croire que ce que ça a coûté faire un film et ce que ça rapporte au box-office, ça break even. C'est très coûteux et compliqué de faire un film. Les gens ne peuvent même pas imaginer. Le film que j'ai fait vaut 100 quelques mille dollars. Je l'ai fait avec une dizaine de mille dollars. Le distribuer, c'est 2-3 000 dollars. Le produire, ça a coûté 4-5 000. Enfin, et c'est pas terminé. C'est pas terminé parce que il y a encore un manque à gagner, une dette à payer. J'ai eu de
des subventions. Ben, pas des subventions, mais plutôt des grosses commandites. Puis des programmes comme à l'ONF, il y a un programme d'aide du cinéma indépendant, et ça m'a beaucoup aidé pour terminer le film. Mais bref, tout ça pour répondre à ta question, c'est idéalement, on veut monétiser ça quelque part. Fait que si on le rend disponible, on le diffuse, oui, tout le monde va vouloir le voir. Présentement, c'est mon film, tout le monde veut le voir. Mais est-ce que je ne peux pas aller chercher peut-être 2-3 $ par diffusion pour aller payer ma dette à l'ONF? Comprenez-vous? C'est ça l'idée, c'est de monétiser ça. Il y a certains artistes, par exemple, qui vont vous dire qu'au départ, on va se faire connaître avec une première œuvre qu'on va faire rayonner à travers la planète, surtout quand c'est quelque chose à succès, et qu'ensuite, il y aurait peut-être d'autres moyens de monétiser. Est-ce que ça vous est déjà apparu comme étant une stratégie potentielle? Oui. Vimeo, c'est une bonne façon, mais celle que je connais. Une plateforme que je connais, que bien des jeunes réalisateurs ou des réalisateurs en devenir peuvent utiliser ou osent utiliser, c'est Vimeo. Vimeo pour des films, la fiction particulièrement, avec un fini plus recherché. Parce que Vimeo, c'est la version un petit peu plus artsy de YouTube, là. Et tu peux demander par visionnement un coût, $1, $2 par visionnement. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'envisage. OK, c'est pas quelque chose que tu as fait là, pour l'instant. Pour l'instant. Et est-ce que ça, c'est compliqué ou ça se fait, il y a des applications, puis une gestion? C'est assez simple. C'est assez simple. OK. C'est très facile d'utiliser Vimeo pour faire payer ces visionnements. Donc ça, ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est que, dans le fond, quand tu parlais de la chronologie, il y a une certaine chronologie que tu vois, c'est-à-dire vie en festival, ensuite distribution dans différents pays et ensuite probablement mise à disposition sur les plateformes. Mais si on C'est veut ça? parler spécifiquement des fictions ou des courts-métrages, ce marché d'un court-métrage, c'est difficile à trouver. Dans la mer de propositions et d'offres et de gens qui font des mini-œuvres qu'est le court-métrage ou le court documentaire ou le court film d'animation, c'est difficile d'aller chercher son public. Moi, j'ai eu le bonheur de gagner assez de prix prestigieux qu'il y a une publiciste qui m'a approché. J'ai gagné 2 festivals meilleurs films qui se présélectionnent pour les Oscars. Il y en a 100 quelques. Moi, je n'ai gagné 2 meilleurs films. Ça a piqué la curiosité d'une publiciste qui fait ça dans la vie, qui court après les réalisateurs qui font parler dans les festivals. Puis elle dit, moi, je vais faire parler de toi à travers différentes plateformes de promotion, de publicité, de journaux web, magazines, de films à Hollywood, etc., qui sont de grande écoute, de grande audience, et je vais faire parler de toi. Et ça va t'aider à la promotion, puis ça va t'aider peut-être aussi pour être choisi aux Oscars. Et ça, c'est quelqu'un qui connaît très bien, je dirais, la mise en marché ou la publicité ou la promotion sur le web, là, sur l'Internet, à travers des outils numériques. C'est vraiment quelqu'un. Filmbusiness.org ou .com. Il y en a plusieurs, là, magazines de cinéma, ou même juste de court-métrage. Il y a Film Shortage aussi, il y en a plusieurs. Là. Puis elle les connaît tous, puis elle nous met en contact pour une entrevue, puis questions-réponses, ou une entrevue radio. Il y a tout un monde de promotion dans le milieu du film qu'on ne connaît pas, mais qui lus, qui vont chercher beaucoup de gens. Et pourquoi tu penses que ton film a eu tant de succès? Comment t'expliques? Est-ce que tu as fait quelque chose de différent? Est-ce que... C'est sûr que le thème que j'ai choisi était la diversité culturelle. Et le succès du film a été déterminé beaucoup par ça, par les thèmes, les sujets, qui étaient des thèmes et des sujets chauds qu'on parle tous. La peur des musulmans, des Arabes. Et on croit tous que c'est des terroristes.
et les préjugés qu'on a envers les Arabes en général et les religions, tout ça. Le port du voile, j'ai utilisé ça comme prétexte pour parler du fait qu'on juge ce qu'on ne connaît pas. Puis j'ai voulu donner de la perspective à ça et montrer qu'on est tous différents. Mais le message que j'ai voulu passer, c'est que ce qui est important, ce qui est important entre les êtres humains de la planète, c'est pareil. Notre culture. C'était le sujet de mon film. Puis j'ai utilisé la femme voilée, qui est un icône, qui est un sujet, qui est une image forte utilisée dans les médias. Puis on en a fait tout un tabac, un cas. Puis on en fait encore tout un tabac, un cas, je crois. Puis c'est ça que ça a aidé pour attirer l'attention, capter l'attention des gens. Si j'avais utilisé un autre sujet, peut-être que ça aurait capté moins l'attention. Moi, je voulais parler des différences culturelles, puis montrer qu'on est tous pareils fondamentalement. Je me suis adressé à une écoute qui était les préjugés qu'on a envers les musulmans, qu'on parle tant dans les médias, pour raconter une histoire. Et la manière dont tu as raconté cette histoire, c'est une manière que tu l'aurais fait en 1970 ou en 2010, ça aurait été pareil, sur le plan technologique. Sur le plan technologique? Quels sont les outils technologiques qui font en sorte que peut-être tu peux expliquer... On a tourné avec une caméra numérique. Puis effectivement, aujourd'hui, tourner un film, c'est beaucoup plus facile. En post-production, après le tournage, on peut corriger, on peut faire des effets spéciaux, c'est beaucoup plus facile de créer une œuvre finie aujourd'hui avec très peu de moyens, on peut faire quelque chose d'assez extraordinaire. Fait que oui, il y a 20 ans peut-être, j'aurais tourné en pellicule, ça aurait été, les coûts auraient été astronomiques, tourner la même chose en pellicule. Mais il y a 20 ans, on tournait en numérique aussi, mais c'était quand même pas tout à fait à point. Maintenant, tourner, c'est facile. Donc, ça change la manière aussi dont on travaille, puisque justement, on peut nettoyer après, on peut... Moi, j'ai l'impression que oui, ça change la manière qu'on travaille, mais j'ai l'impression que les nouveaux cinéastes, qui sont très techno, ils veulent juste tourner, ils veulent juste faire des œuvres, ils veulent tourner, faire des images, on raconte des histoires. Et moi, je dis toujours à ces jeunes-là qui me posent la question, comment on fait pour faire sa place au soleil en tant que réalisateur ou producteur de films, c'est que ça doit être sur papier. C'est la préparation, c'est l'histoire qu'on raconte. C'est donner une profondeur, une texture, une valeur à l'histoire, mais avant même de tourner. Mais il y a comme un côté très volontaire des jeunes aujourd'hui de vouloir tourner et faire des œuvres. Et c'est des œuvres qui ont moins de portée parce que ces œuvres-là, elles ne sont pas assez réfléchies, pensées, à qui elles s'adressent, à quoi elles servent, ces œuvres-là, ces films-là. Ultimement, pourquoi on fait un film? Je veux revenir sur cette idée-là, cette idée de raconter quelque chose, d'aller vers l'autre, d'avoir un message. C'est un petit peu ça que j'entends dire, là. C'est-à-dire les moyens technologiques ne doivent pas changer ça et puis créer un voile justement sur le message. Comment tu vois, par exemple, tu as parlé de Netflix. Netflix, j'imagine, t'a approché. C'est ce que j'en conclus dans ce que tu... Ah non? OK, mais est-ce que tu verrais, par exemple, c'est une première question concernant Netflix. Netflix va vers son audience. C'est peut-être une des grandes compagnies qui a fait son succès justement sur la donnée, sur la connaissance de son audience, sur justement être capable de peut-être communiquer quelque chose qui va être consommé, reçu en quelque sorte. Donc, est-ce que l'utilisation de ces données-là, de l'audience, est-ce que ça a changé la manière, ta perception, c'est-à-dire maintenant avec le numérique, on peut avoir plus de données sur les gens qu'on veut atteindre, hein, avec qui on veut communiquer par notre œuvre. Donc ça, est-ce que tu prends en considération ou est-ce que tu as pris en considération cet aspect-là dans ta création, dans ta production? Pas vraiment. Moi, je pense que être créateur, rejoindre son audience en tant que créateur nécessite une introspection, de se connaître, de connaître ses zones
ces zones d'ombre. Je ne dis pas nécessairement de faire une thérapie, mais je dis juste que on sait plus pourquoi on a envie de dire des choses. On est des émetteurs en tant que créateurs, mais ultimement, on a de la difficulté à se commettre dans un objectif, dans une vision, dans une volonté d'aboutir dans quelque chose. Est-ce qu'on veut un retour? Est-ce qu'on veut ouvrir les esprits sur un sujet? Est-ce qu'on veut seulement divertir? Est-ce qu'on veut éduquer, ultimement? Est-ce que toi, c'est des questions importantes en tant que créateur, je pense. C'est de savoir avec quoi je laisse mon spectateur. Avec quoi je le laisse. Est-ce que je le laisse avec un bon moment de feu d'artifice ou je le laisse avec quelque chose? Je crois qu'on veut raconter des histoires fondamentalement pour changer le monde, pour aider les gens à vivre d'une certaine façon. Un peu comme Tarkovsky disait, on fait des films pour aider les gens à vivre. Puis ça s'applique à tous les types de contenus, à mon avis. Mais tout en les divertissant, tout en jouant le jeu des émotions et en jouant le jeu des symboles. Est-ce que les algorithmes, les données permettent de mieux communiquer? Ou est-ce que ça complique la communication? D'une certaine manière, je pense que ça fait les deux. C'est à double tranchant, à mon avis. Il y a toute une part qu'on ne sait pas qu'on veut. On veut bien être bien être heureux dans notre quotidien, mais on est pris dans des schémas, puis on pense qu'il n'y a pas de façon de s'en sortir. Puis tant qu'on ne met pas un pied dans l'inconnu, on réussira. Je ne sais pas si je ne vais pas vous perdre dans ce que je vais dire, là, mais dans les œuvres qu'on croit, en fait, on raconte des histoires, à mon avis, parce que on est pris dans un conflit, à mon avis. Parce qu'une histoire, c'est des conflits. Si tout le monde était heureux, on n'aurait pas besoin de se faire raconter des histoires. Fait que pour répondre à ta question, est-ce que de connaître son audience... Mais dans le fond, c'est que, est-ce que tu penses qu'à l'ère du numérique, on peut, avec les algorithmes, les données, par exemple, est-ce que tu as réfléchi à ça, c'est-à-dire comment, par exemple, si un jour tu déverses ton film sur l'ensemble de la planète, puis que tout le monde fait des commentaires, des likes, est-ce que toi, ça va te donner des informations intéressantes sur... Bonne question. Il faut apprendre à en laisser. Comment on filtre tout ça? C'est une bonne question. J'ai pas trop de réponse à ça encore. Parce que c'est ce que Netflix fait, finalement. Étudier la personne pour être capable de mieux communiquer, c'est une sorte de manipulation. D'encapsulement, mais en même temps, ça peut être une façon de dialoguer plus efficacement avec son audience, si ce n'est pas dans le sens de la manipulation. Encore là, ça dépend de l'objectif du film. Si mon film je le crois qu'éducatif, j'ose le voir comme un film éducatif, mais est-ce que je veux le partager à tout va comme ça, ou je veux le partager dans les écoles, dans les plateformes éducatives, même si c'est une fiction? Bien des professeurs veulent avoir mon film dans leurs écoles pour aider les jeunes à ouvrir leur esprit sur la diversité. Puis la prochaine étape, c'est de voir si je ne peux pas le distribuer dans les écoles. Fait que s'il distribue dans les écoles, puis sur les plateformes les Netflix et Amazon et compagnie, je ne vois pas pourquoi je voudrais récolter des commentaires de gens sur YouTube, sur qu'est-ce qu'ils pensent du film, etc. Ça ne m'aidera pas plus en tant que créateur pour mieux rejoindre mon audience. Je ne vois pas comment ça pourrait m'aider plus. Et c'est quoi, à quel prix je veux rejoindre la masse, puis entendre toutes sortes de choses sur le contenu. Je préfère mieux cibler mon audience, puis présenter mon film là où je souhaite le présenter. Là, mais encore là, ça nous ramène à la question fondamentale, à qui je m'adresse. Est-ce que je veux éduquer les gens ou les divertir? Est-ce que je veux les faire rire? Est-ce que je veux Est-ce que je veux me faire connaître du public du monde entier?
ça la question qu'on doit se poser. Ça s'inscrit dès le départ quand on crée une œuvre, à mon avis. Et ça, bon, c'est sûr que il y a tout un ensemble, à l'ère du numérique, un ensemble d'éléments techniques, si tu veux. Il faut comprendre, penser le code, penser algorithme. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ces choses-là? Par exemple, quand on te parle de métadonnées, hein, parce qu'ici, on parlait, les premières questions qu'on avait, c'est avez-vous adopté de nouvelles stratégies en vue d'accroître votre découvrabilité? Donc, on parle de stratégies de découvrabilité, d'amélioration des métadonnées descriptives, des achats publicitaires, l'investissement dans des outils informatiques, le développement de nouvelles tâches au sein de votre entreprise, l'achat de services d'entreprise de commercialisation, Oui. gestion des médias sociaux. Donc, tout ça, est-ce que ça s'est Les intégré Avec la dans... Publicis, on avait développé une stratégie pour capter un peu plus l'attention. On a décidé de mettre des hashtags, puis faire une campagne Facebook, pour au moins attirer l'attention des journalistes ou des gens qui écrivent sur les nouveaux réalisateurs ou les nouveaux films qui sortent. Fait que pour moi, le message du film était tous unis, nous sommes tous unis. Et le slogan du film, c'est à un cheveu d'être unis, en fait. Quand c'est question de cheveux, je ne vous dirai pas parce que je ne sais pas la fin du film parce que ça, je vais vous garder la surprise quand vous allez le voir. Et on avait décidé de choisir tous égaux. Hashtag tous égaux. Et en anglais, hashtag All United, ou je ne me souviens plus trop. Sacred Hair avec la bande-annonce et tout ça. Et demander à chaque acteur de prendre le hashtag, l'imprimer et se faire prendre en photo avec le hashtag pour qu'ils affichent leur adhérence, leur foi en ce message que le film porte. Ça a fonctionné un petit peu. On a demandé aux gens, c'était un petit peu laborieux, mais ça a créé un petit événement sur Facebook. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça a une portée sur la découvrabilité du film, mais c'était une stratégie qu'on avait trouvée, de faire parler du sujet. Mais Donc, créer l'événement, d'avoir quelque chose de viral, en quelque sorte. Viral un petit peu, et aussi inspirer le thème engagé que portait le film, qu'on est tous égaux et que... Est-ce que ça a été votre stratégie? Donc, vous avez vu des résultats? Vous êtes capable de mesurer? Parce que, bon, on peut faire des choses, mais est-ce que ça a vraiment attiré? Il y a vraiment un effet viral et puis... Non, ça n'a non? pas trop fonctionné. Ça n'a pas trop bien fonctionné, pour X raisons, je ne sais pas. Ça a fonctionné un petit peu, mais après ça a tombé un petit peu. Comment vous pourriez améliorer? Mais je pense Est-ce que vous avez réfléchi, justement, après coup? Non? Michel Côté a vu mon film, puis il a adoré. Il est tombé sous le charme du film, puis il m'a dit, puis lui, si j'avais mis un hashtag, puis j'avais mis Michel Côté, il aurait dit, ah, Michel Côté aime le film. Donc, là. Les gens courent ça parce qu'il y a une célébrité d'associer au projet. Là, tout d'un coup, tout le monde veut voir le film. Ben, la stratégie de base, c'était de faire connaître le film dans les festivals, de faire gagner des prix dans les festivals. Puis c'était un test en même temps, le test parfait. J'ai distribué le film dans peut-être 300-400 festivals. Juste ça, quand tu fais un court-métrage, là, tu ne mets pas tout de suite une plateforme. Tu le fais passer par les festivals. Et puis il y a peut-être, j'ai calculé à peu près une dizaine de mille de spectateurs qui ont vu mon film. Vous n'auriez pas pu faire l'inverse. L'inverse n'est pas possible. Bien, les festivals ont déjà des structures, ont déjà des audiences, ont déjà des commanditaires, sont déjà établis, c'est big, c'est gros. Et le film est présenté en même temps que les longs-métrages. Parfois, à Cleveland, j'ai gagné meilleur court-métrage, mais à côté, tu avais des films, des longs-métrages qui sortent en salle après, blockbuster. C'est sûr que ça aide, le film connu, de gens connus, tire le tien dans un espace de notoriété un petit peu plus, il fait parler. Je pense que c'est nécessaire pour un court-métrage de passer par les festivals pour la découvrabilité. Et il n'y a aucun festival qui va le prendre si il existe déjà sur Internet à quelque part? C'est sûr que il y a plein de festivals qui vont le prendre quand même. Il y a plein. Mais souvent, les festivals de notoires, de plus connus,
Sundance, Cannes, tout ça, ils veulent l'exclusivité. TIFF aussi à Toronto, ils veulent la pleine exclusivité. Ils vérifient voir s'il n'est pas disponible, s'il n'est pas diffusé. Ils veulent que ça soit exclusif parce qu'ils ne veulent pas faire parler d'un film qui est déjà connu. Ils veulent s'assurer que c'est nouveau, frais, du jour. La découvrabilité leur appartient. Exactement. Les festivals, il y a des festivals qui ont développé ça et ils sont très conscients de ça. Ils utilisent ça beaucoup. TIFF, au début, c'était pas très connu, comme par exemple Fantasia, ici, au début, au balbutiement de Fantasia, il y a une dizaine d'années, peut-être plus. C'était un petit festival de films obscurs. Maintenant, Fantasia, c'est un des festivals incontournables au Canada. Fait que, ils ont fait leur place pour devenir incontournable un peu. J'aimerais revenir sur je pense que tu l'as appelée la publiciste, là. Quel est son rôle et puis est-ce que c'est quelqu'un qui travaille pour toi ou c'est quelqu'un qui comment dire, qui prend une certaine cote? C'est ça. Donc, comment ça fonctionne, ça? On a négocié, on a négocié son salaire. Elle a tellement cru en mon film qu'elle allait se rendre aux Oscars, qu'elle m'a offert un bon prix pour me représenter. J'ai accepté, puis elle a fait un super bon travail pour le temps que je l'ai engagée pendant 2 mois à peu près. Puis ça a beaucoup aidé à me faire connaître. Présentement, sur le web, il y a un paquet d'articles qui parlent de mon cheminement, puis de d'où je viens, puis pourquoi j'ai fait ce film-là. Elle m'a découvert parce que... C'est une Canadienne. Non, c'est une Londonienne. C'est une femme de Londres. Et elle a su que j'existais parce que elle suit, les gagnants des meilleurs courts-métrages dans les festivals qui se présélectionnent pour les Oscars. Parce qu'elle, ce qui l'intéresse, c'est d'amener les films aux Oscars. Les courts-métrages. Mais elle représente aussi des artistes, des chanteurs. Billy Zane, elle représente Billy Zane. C'est pas rien. C'est une femme très compétente. Puis j'ai eu le bonheur qu'elle me contacte puis qu'elle ait aimé mon film. Est-ce que, donc, dans son travail, là, tout ce qui est métadonnées, indexation, tout ça, ton œuvre, elle est vraiment sur le plan numérique, là, sur le plan technologique, technique, tout est parfait, quoi. La question des métadonnées. Un jour, quand tu vas déverser tout ça là, sur le web... Oui. Dans les festivals, c'est intéressant que tu poses la question concernant les métadonnées. Le film, c'est diversité culturelle, arabe, musulman, enfants malades, préjugés envers les différentes ethnies, éducation, grand public, parce que c'est un film qui est grand public, qui est pas juste... qui est beaucoup pour les enfants, parce que le rôle principal est le point de vue d'un enfant de 9 ans. Mais c'est ça, à peu près, les mots-clés du film. Inclusion, etc. Fait que ça se pose bien sur une plateforme, si c'est ça qu'on cherche, mais les gens n'iront pas sur Internet écrire diversité arabe. On doit leur proposer une œuvre qui est beaucoup plus universelle que tous ces thèmes-là, qui est l'histoire humaine, beaucoup plus que... Mais là, autour... Oui, excuse-moi. Oui, autour, oui, mais court-métrage, c'est un autre métadonné, c'est un autre gagnant de prix. Oui, gagnant de prix, tout ça. Oscar. Oui, Oscar. Mais je veux dire, ça va jusque-là. Je veux dire, tout l'historique de ton œuvre, tout ce qui s'est passé autour de ça, le hashtag, le réseau social, tu sais, je veux dire, c'est Twitter. C'est sûr que ça aide, mais c'est pas suffisant. Mais ça fait partie. Ça fait partie, mais c'est... Est-ce qu'éventuellement, c'est quelque chose que tu dois penser dans la manière dont tu penses tes productions puis leur diffusion? C'est-à-dire, dès le départ, de penser à tous ces éléments-là qui sont cruciaux dans la mise en marché. Puis je suis d'accord. On doit penser à son audience. Puis on doit penser à comment le web fonctionne quand on crée une œuvre pour aller trouver son audience. C'est clair.
faire un film pour le grand écran et faire un film pour le petit écran, que ce soit pour le web ou la télé, c'est différent. Moi, j'ai fait un film pour le grand écran. L'expérience numérique de mon film n'est pas pareille. Regardez un film, parce que la plupart des gens regardent leur film sur à peu près 15 pouces, 17 pouces, à moins d'être sur son écran à la maison. Mais c'est pas la même expérience. Un film, c'est autre chose. C'est une expérience commune. C'est avec des gens à côté de nous. Et c'est un écran géant avec un univers sonore. On est enveloppé, il y a un côté immersif. Fait que créer son œuvre, moi, c'était pas pour le web que je créais une œuvre. C'était pour le cinéma. Juste ça, là. Juste ça, c'est important de se poser la question. Parce que présentement, on a tendance à tout mettre ça dans le même melting pot. Puis, si je suis sur Netflix, je vais être heureux. Mais c'est pas le meilleur dénouement pour un projet de film d'être sur Netflix. Le meilleur dénouement pour un film, c'est présenter son film en salle le plus longtemps possible et et que ça rapporte le plus possible en salle. Parce que c'est l'expérience réelle de l'histoire qu'on raconte. C'est ça. Et est-ce que tu penses maintenant qu'avec Si la ça répond à réalité... ta Oui, question. bien sûr, c'est une très bonne réponse. Est-ce que tu penses qu'avec la réalité virtuelle et puis l'immersion, est-ce que faire un film, tu ne pourrais pas concevoir, est-ce que tu vois déjà qu'il y a des possibilités technologiques? On avait quelqu'un tout à l'heure qui disait qu'il fait des jeux de la musique pour les jeux d'interactivité, là, les e-games, là, les jeux vidéo. Là, ouais. Puis lui, il disait, mais moi, je vois que je peux faire ça dans la manière dont on va vivre à tous les jours. On va être dans des univers de plus en plus connectés, avec des expériences. Donc toi, tu parles de l'expérience, de comment on est habitué de s'asseoir en salle, mais ça aussi, ça peut aussi évoluer dans un certain sens. Est-ce que, là, c'est un peu futuristique là, comme question, mais est-ce que toi, Mais tu vois déjà les... je pense que l'isolement qu'amène le numérique, qu'on va moins au cinéma, on peut se mettre être tranquille, surtout quand il y a une tempête devant Netflix, puis zapper. Ça va amener, c'est comme le livre. Le livre, je pense qu'il est là pour durer. L'expérience de tenir un livre, l'expérience sensorielle, d'avoir un livre dans ses mains, de lire un livre, fait que ça va toujours rester. C'est un peu la même chose pour le numérique et l'expérience vécue réelle, le plus possible. Les arts vivants, que ce soit la danse, le théâtre, le cinéma, je l'inclus là-dedans. Ça va toujours rester, mais c'est sûr qu'on va développer de plus en plus avec le temps le côté, comment on peut se rapprocher de cette expérience-là, mais technologiquement, de manière technologique. Comment on peut sentir qu'on est un personnage principal de l'histoire qu'on est en train de se faire raconter. Comment faire en sorte qu'on est en train de la vivre. C'est ça qui se passe présentement, on essaie de pousser ça. Mais je pense que ça ne changera pas la méthode 1.0, c'est-à-dire 1.0 de vivre, de se faire raconter des histoires. On va toujours vouloir se faire raconter des histoires de manière vivante, réelle, même si je peux dire aussi de manière, c'est ça, de manière pas analogique, de manière analogique et non numérique. Je ne sais pas si ça répond, là. Oui. Bien, c'est-à-dire que ce que je comprends, c'est qu'il y aurait il y a une interaction entre ce qui est le numérique et puis le virtuel, le dématérialisé, mais l'expérience matérielle, je dirais, vivante, rester. Humaine, va toujours rester. Puis je pense que le défi, c'est peut-être ça, de garder l'humain au centre et l'expérience humaine au centre de cette technologie plutôt que de se retrouver accroché à la machine. Merci, c'est très bien dit, j'aime ça comment tu l'exprimes. Le danger, c'est que c'est ça, l'humain se déconnecte de l'humain à travers la technique, le device, l'objet technologique, là, qui oublie que le contact, le vrai contact humain, c'est là que ça se passe. La rencontre de l'autre. Puis
Puis là, on vit un chambardement de ce côté-là. Même les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus déconnectés. Puis ils ont perdu l'essence de la rencontre avec l'autre. On doit ramener ça. D'ailleurs, j'ai un projet de film sur ce sujet. Ouais. Donc, tu parles beaucoup de ton message aux jeunes, dans la formation aussi. Si tu avais un message à dire, par exemple, aux politiques, c'est-à-dire les stratégies numériques de développement technologique, de l'Internet, etc., est-ce qu'il n'y a pas un volet, justement, quelle serait ta recommandation à un gouvernement sur une stratégie numérique, justement, qui brancherait l'humain de la bonne manière là, à l'Internet, là? Oui. Mais moi, je démocratiserais la créativité. Je donnerais accès aux jeunes à différentes plateformes pour se faire connaître, se faire voir, puis les amener à créer, à raconter leurs propres histoires. Puis je sensibiliserais les écoles, les gens à faire ça plus. Est-ce que tu as la sensation que YouTube sert un peu de ça, dans le sens qu'on les voit, les YouTubers, bon, ça devient une business, ça aussi. Mais ce que je veux dire, juste le phénomène, c'est-à-dire tout le monde avec sa caméra est capable de faire du broadcasting. Oui. Je ne sais pas de quelle façon, mais je crois que si on laissait l'espace aux jeunes d'être entendus, d'être reçus dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont à vivre, un peu comme j'ai oublié le nom, avec les cellulaires. Là. WhatsApp? Wakapi. Non, Wakapi. Wakaponi mobile. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein? Oui, puis c'est une réalisatrice qui a aidé les jeunes de la rue. Je m'avance, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Mais c'est donner une audience aux jeunes pour qu'ils aient l'espace d'être entendus, d'être reçus. Puis je pense que présentement, la santé mentale chez les jeunes, je pense que c'est une question. C'est urgent de s'attaquer à ça. L'isolement, comment les jeunes présentement se sentent mal compris, pas entendus. Hein? Anxieux. Anxieux, séparés du monde, seuls, mais devant leurs écrans, connectés. Et il y a quelque chose, avec le temps, on doit faire quelque chose pour régler ça. Ça devient trop facile de dire n'importe quoi, ça devient trop facile d'être aimé, mais pas d'être réellement aimé, d'être juste vu, mais pas entendu réellement. C'est pas, je sais pas comment dire ça. Mais comment le gouvernement... Hein? Oui, c'est ça, je revenais au gouvernement. Je dirais au gouvernement pragmatiquement. de s'attaquer à des programmes qui fait que les gens s'écoutent, se parlent à la manière, la rencontre de l'autre, dans toute son entente. Créer des programmes où l'autre se rencontre l'autre avec tout ce qu'il est. Je ne sais pas nécessairement comment ça pourrait se faire, mais je sais que c'est urgent. Le focus est très commercial présentement. Hein? La découvrabilité, c'est comment tu fais. Moi, c'est ce qui me frappe, c'est comme une espèce de stratégie de marketing. Search Engine Optimization. Mais là, on cherche quoi? L'humain prend le bord. Moi, ma philosophie, c'est que le monde, on ne vit pas dans le monde vit en soi. Ce qu'on fait au monde, on se le fait à soi. Et ce qu'on fait à soi, on le fait au monde. Comment on veut laisser la vie qu'on a? Quel legs je veux faire au monde? C'est ça la question. On doit être capable de se la poser, cette question-là. Les gens sont en perte de sens, ils ont plus de projet, de vie, leur vision. Tu leur demandes, tu demandes aux gens qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux faire de ton existence. C'est toujours très flou. Mais ça commence par l'expérimentation, ça commence par l'acceptation de soi, de qui on est, de nos imperfections, de notre humanité. Après ça, on peut expérimenter, on peut voir que c'est correct si on se trompe. Juste l'espace à l'erreur. Un jeune fait une erreur, il est une erreur. Il n'est pas le courage que ça a pris pour
faire et l'audace de passer à l'action. Il s'identifie au résultat de ce qu'il fait. Ça, il y a un mensonge là très néfaste chez les jeunes. Je coule mes examens, j'ai pas assez de likes sur Facebook et mes parents se chicanent et se divorcent. C'est sûr que c'est tout est dans la rencontre avec l'autre, à mon avis. Ouais. Oui, donc de renouveler avec ça à l'ère du numérique, gros défi. Je reviens au début, capter l'attention. Hein, on a dit que la découvrabilité, c'est capter l'attention, mais maintenant, à la fin de l'entrevue, c'est capter l'attention, mais pourquoi? Quel coût? Pourquoi? À quel prix? Puis dans quel objectif fondamental? Est-ce que c'est pour justement avoir des likes, paraître? Fait que c'est ça, on a un déficit d'attention à l'ère du numérique, là. Qui va attirer l'attention? C'est pas vrai que tout le monde peut arriver C'est qu'on vit à dans l'écran. un mensonge. Le mensonge, c'est plus il y a des gens qui me valident sur le web, plus j'ai de la valeur. On sait très bien qu'une grande vedette internationale n'aime pas être aimée pour ce qu'elle n'est pas. C'est pour ça qu'elle est souvent dépressive. Les grandes stars n'aiment pas être adulées nécessairement. Ça les aide à amener du boulot, du travail. Mais une femme qui adule sa star, ça a l'effet sur la star de se dire je suis aimé pour ce que la personne croit que je suis et pas ce que je suis réellement. Et c'est vivre dans un mensonge. Si je crois que je suis adulé par autant de personnes, je sens ma valeur quand je suis adulé par tant de personnes. C'est ce qui arrive avec le web. Il y a un mensonge, puis quand le mensonge se révèle à nous, mais c'est là que ça devient, la portée devient très, très dure. Ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure. Quand tu ne te connais pas, puis tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas en contact avec tes dons, tes talents, puis à travers quoi tu veux te réaliser dans ce que tu aimes, mais un outil technologique immense, puissant comme le web, et ça va juste venir faire prononcer ce schéma-là. Et la perte de sens va être juste grossie, Magnifié. magnifiée. Pour moi, c'est ça. Ça commence avec l'humain. Je pense que c'est une bonne façon de finir cette entrevue, ça. Hein? Non, mais à la fin, non, je trouvais que tu as bien capturé ça à la fin. Là. Hein, la perte de sens avec justement le message un peu vide avec le moyen de diffusion hyper puissant. Oui, il y a 2 millions Il de y a un personnes paradoxe, qui m'ont liké. So what?